Alors, nous allons parler de Madagascar aujourd'hui. Je le rappelle, quatrième plus grande île du monde, située au large de la côte sud-est de l'Afrique, dans l'océan Indien. Je le rappelle, 50% de la population de Madagascar vit en extrême pauvreté. C'est un pays qui est classé 177e sur 191 quand même, selon l'indice de développement humain en 2024. Et 75% de la population vit avec moins d'$1 par jour. C'est quand même une population très très pauvre. Voilà pour une petite introduction sur Madagascar. Quelle était du coup votre première mission, ou en tout cas à peu près, c'était quand que vous avez commencé à partir à Madagascar? Alors Madagascar, pour nous, est une grosse part de nos missions. C'est une île sur laquelle on a fait plusieurs missions. On a commencé il y a une quinzaine d'années, assez traditionnellement, en faisant des missions au CHU de Tana. Il y en a plusieurs, mais dans un grand centre hospitalier, on a fait plusieurs missions à Antananarivo, qui est la capitale, qui est sur les hauts plateaux. Donc pour nous, ça avait été un peu fascinant et paradoxal parce que c'est une île, effectivement, qu'on nous a vendue comme très 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 pauvre. Et on est tombé sur une île qui est magique, qui est d'une beauté extraordinaire. Mais effectivement, dès qu'on est arrivé à Tana, on a vu le niveau de pauvreté. Les premières missions ont été très intenses, avec des grosses missions au centre hospitalier, avec beaucoup de patients en consultation, des blocs opératoires de 12 heures par jour. Souvent, on travaillait sur deux salles. Donc vraiment, c'était des missions. Je me souviens, on habitait un peu en dehors de Tana. On partait le matin, il faisait nuit. On prenait la route de la digue pour éviter les embouteillages. On rentrait au centre hospitalier. On sortait du bloc, il faisait nuit. Donc vraiment, c'était des missions très très intenses, avec un rythme très élevé et beaucoup de patients opérés. On a fait ça pendant plusieurs années, pendant 4, 5 ans. Ensuite, très vite, comme tout le côté administratif, perte de temps avec les administrations, les autorisations, etc., commençait à un petit peu me fatiguer. Très vite, ensuite, on a été en brousse, en zone Ouais. rurale. Donc, on arrivait à Tana à 11 h minuit, où on dormait 1, 2 heures, et puis on partait directement à 3, 4 heures du matin en brousse. On a beaucoup été dans le nord-ouest, dans la région de Majunga, dans un petit village qui s'appelait Marvoy. Il y a toute une région qui était très, très peu développée sur le plan de la santé. Il faut comprendre qu'à Madagascar, tous les plateaux ou toute la zone centrale est à peu près développée sur le plan des systèmes de santé. Quand je dis développé, ça reste quand même des dispensaires, des petits centres très modérés. Et toute la côte environnante, là, est complètement délaissée. Le système de santé n'est pas du tout développé. Donc vraiment, c'est vraiment très, très, très pauvre. Et puis vraiment sous-doté en système de santé. Donc c'est pour ça que on a décidé très rapidement, au bout de 4, 5 ans, de partir en zone rurale. Donc on a fait beaucoup de missions à Marvoy, c'est au nord-ouest. Ensuite on a fait également la côte est, sous Tamatave. On est descendu le long de la côte jusqu'à Manakara, donc vraiment des missions un peu dures en dispensaire ou avec des journées de pirogue, etc., sur le canal des Pangalan. Donc ça, c'est vraiment des zones qui sont vraiment délaissées, il n'y a aucun centre hospitalier. Donc c'était vraiment de la chirurgie nomade, un petit peu ce qu'on a toujours fait. On a même été aussi dans le sud, donc là, le sud, c'est encore plus pauvre, c'est Ah oui. une région... oui, on voit bien ça sur le plan géographique, vraiment tout le sud, il n'y a pas du tout de montagne, c'est très sec. D'ailleurs, quand on arrive en petit coucou, parce on s'est beaucoup déplacé également en petit avion local de brousse, parce que les distances sont très longues et puis il n'y a pas de piste, donc c'est vraiment les distances, c'est 3, 4 jours de piste avec le 4x4, tu as le dos défoncé, c'est très très long. Donc on a à un moment opté pour le petit avion de brousse pour pouvoir gagner du temps. Et on voit très bien ça quand on est en l'air. Il y a les montagnes, toutes les montagnes du nord, du centre, et puis ensuite tout le sud est vraiment très très plat. Et donc c'est une région où il n'y a jamais de pluie, etc., très désertique. Il y a eu beaucoup de famine d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Donc c'est vraiment une zone très très abandonnée. On a été en Panini, on se faisait déposer en brousse avec un petit avion. On passait une semaine en dispensaire et puis on se faisait reprendre pour aller jusqu'à Tuléar. Donc voilà, ce sont des missions intenses, très variées, avec une variété de pathologies en fonction des endroits où on allait, qui est très variée. Et puis là, on y retourne. Donc on a arrêté les missions avec le Covid. Ouais. Donc depuis 2019, on n'y est pas retourné. Et là, on relance un projet à Tuléar avec des sœurs qui ont un centre, le centre Betala, et on va redévelopper donc une nouvelle mission, j'espère qu'il sera aussi efficace dans le sud de Madagascar. Ok. Est-ce que quand tu es parti à Madagascar, il y a eu des pathologies par rapport à certaines zones que
tu n'avais pas vu dans d'autres pays d'Afrique? Est-ce qu'il y a une particularité Alors, non, il n'y a pas de particularité spécifique parce que ça reste toujours de la chirurgie donc réparatrice. Hein, donc, on voit un peu toutes les mêmes pathologies. Mais effectivement, quand on était au centre hospitalier à Antananarivo, pardon, on voyait un peu toute la chirurgie réparatrice générale parce que c'était quand même une ville. Donc, on voyait les séquelles de brûlures, on voyait beaucoup de malformations congénitales, etc. Et comme il y avait d'autres chirurgiens qui étaient sur place, on pouvait faire des interventions combinées. Donc c'était un peu la chirurgie plastique générale. Effectivement, quand on allait en brousse et suivant les régions de Madagascar, les pathologies variaient un petit peu. Par exemple, dans le sud où c'est très 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 pauvre, on voyait plutôt des malformations congénitales parce qu'il n'y avait aucun système de santé. Quand on était dans le nord-ouest, c'était donc une zone un peu agricole avec beaucoup de pathologies dues aux rizières, donc des infections. Et puis il y avait aussi des endroits spécifiques comme Marvoy où il y avait aussi beaucoup de goitres. Donc c'était une mission qui était assez particulière parce que c'était une région dans laquelle on travaillait et on voyait dans toutes les consultations d'énormes goitres. Les goitres, ce sont des pathologies de la glande thyroïde. Et donc effectivement, il y a une mission où en plus de la chirurgie réparatrice, on avait fait venir un chirurgien thoracique pour faire des interventions sur le goitre. Okay. Donc il y a les pathologies qui varient en fonction un petit peu de la région où on allait opérer, mais comme on fait quand même de la chirurgie réparatrice, c'est un peu toujours pareil, quoi. C'est des séquelles de fente, c'est des malformations congénitales, c'est des séquelles de brûlures, c'est des tumeurs, c'est des séquelles d'accidents de la voie publique. Donc tu vois, quand on était à Antananarivo, on faisait beaucoup plus de séquelles d'accidents de la voie publique, parce qu'en mobilette, en moto, en voiture, donc il y avait plus d'accidents, alors que quand tu es vraiment dans un dispensaire, dans une zone très désertique, il y a moins d'accidents de voiture, il y a plus des pathologies congénitales. Et les goitres, ça devait être impressionnant quand même. Alors les goitres, c'est pas notre spécialité. Donc les goitres, ce sont des régions, ce sont des pathologies un peu endémiques où tu manques d'iode. Donc c'est des régions un peu de carence en iode. Et puis les gens, comme il y a une carence en iode, la glande thyroïde a besoin d'iode pour fonctionner. Et quand elle est carencée, quand elle manque d'iode, eh bien le corps, lui, va s'adapter et va hypertrophier, va faire grossir la thyroïde. Donc ce sont des glandes qui normalement sont invisibles, c'est sur la face antérieure du cou. Donc c'est des petites glandes qui vont produire des hormones thyroïdiennes, mais quand elles manquent d'iode, elles vont s'hypertrophier, vont devenir très grosses, et donc c'est vraiment des grosses tumeurs que tu as sur la face antérieure et au bas du cou. Donc c'est énorme, c'est impressionnant, ça nécessite donc à ce stade souvent un traitement chirurgical, parce que comme elles sont très grosses, elles sécrètent beaucoup d'hormones thyroïdiennes, donc les gens font des hyperthyroïdies, donc ils ont trop d'hormones thyroïdiennes dans le corps, et donc ils ont des tachycardies, c'est-à-dire le cœur bat vite, ils sont très maigres, ils sont énervés, enfin il y a plein de complications dues à cet excès d'hormones. Donc soit on donne quelque chose qui diminue ce taux d'hormones, soit à ce stade très avancé, la seule technique c'est de leur enlever la glande thyroïde. Donc ça s'appelle une thyroïdectomie, c'est-à-dire c'est une chirurgie qui va leur enlever la glande. Et ensuite, comme ils n'ont plus de glande, eh bien on leur donne un traitement à vie avec des hormones thyroïdiennes. Okay. Donc ça, c'est une intervention qui est surtout faite par les chirurgiens thoraciques. Donc on a fait venir un chirurgien, un collègue de l'anesthésiste qui travaille dans sa clinique à Royan, un excellent chirurgien, très fin chirurgien, très méthodique, et qui était venu pour faire toute cette série. On avait recruté au cours des missions précédentes une trentaine de patients qui avaient des gros goitres. Donc on allait les chercher en brousse, en bateau, en pirogue, etc. On les avait identifiés avant. Donc on les avait réunis et on avait fait une grosse série de chirurgie thyroïdienne. Ça, c'était à Marvoy. Ouais. Et tu dis que même après la chirurgie, ils doivent prendre un traitement à vie, les patients ? Oui, parce que comme tu leur enlèves, comme leur maladie première, et leur glande thyroïde est trop grosse et elle sécrète trop de glandes, donc trop d'hormones. Donc si tu veux, s'il y a trop d'hormones thyroïdiennes, eh bien, il y a des conséquences. L'excès d'hormones thyroïdiennes donne plein de pathologies, le cœur bat vite, les gens sont stressés, sont énervés, etc. Il y a plein d'effets secondaires à cet excès d'hormones. Donc comme ils ont une glande thyroïde qui est hypertrophique, quand je te dis hypertrophique, ça peut être ils ont quasiment une orange ou un melon, un petit melon sur la base du cou. Ouais, donc le seul traitement, c'est de leur enlever la glande thyroïde. Donc, et ensuite, comme tu leur as enlevé la glande, ils sont guéris, mais ils ne peuvent pas produire des hormones thyroïdiennes. À ce moment-là, tu leur donnes tous les jours un petit comprimé avec des hormones thyroïdiennes. Et c'est vous qui les avez fournis, ces comprimés ? Parce que c'est des gens qui sont en brousse, est-ce qu'ils ont des comprimés ? Bien sûr, oui. Nous, on les a opérés, on les a fournis. Ensuite, on les fournit. Et ensuite, bon, ce n'est pas des traitements qui coûtent très, très cher, mais ensuite, avec le médecin local qui travaillait au petit centre hospitalier de Marvoy. Donc, effectivement, après, nous, on avait apporté suffisamment de traitements pour 6 mois. Mais ensuite, le médecin
localement fournissait effectivement le traitement aux patients. Ok, ouais. Et est-ce qu'on peut mourir d'une hypertrophie de la glande thyroïdienne? Alors non seulement on peut mourir de cet excès d'hormone thyroïdienne, oui, parce que c'est ce qu'on appelle la thyrotoxicose, c'est-à-dire que trop d'excès, tu vois ces gens, ils ont les yeux exorbités, ils sont maigres, ils sont tachycardes, c'est-à-dire que le cœur bat vite, ils sont très fatigués, et puis ils peuvent en mourir, bien sûr. Un excès d'hormone thyroïdienne à forte dose tue les gens. C'est pour ça qu'on les opère. Hein. On les opère pas seulement parce qu'ils ont une grosse glande, on les opère parce que l'excès d'hormone thyroïdienne va tuer les gens. Et le paradoxe, c'est que même quand tu les opères, l'intervention est très délicate parce que quand tu leur enlèves pendant l'opération la glande thyroïdienne, pendant l'intervention, la glande elle va relarguer beaucoup d'hormones thyroïdiennes et c'est ce qu'on appelle une thyrotoxicose et ça peut même tuer le patient. Pendant l'opération. Oui, pendant l'opération, c'est-à-dire c'est très délicat, c'est une opération qui est pour nous, surtout pour l'anesthésiste, très délicate parce que pendant l'opération, tu peux avoir un relargage d'hormones et cet excès, s'il n'est pas bien compensé, peut entraîner le décès de la patiente. Oh putain, en plus vous faites ça en brousse. Ah oui, tu fais ça en brousse, c'est difficile. Ouais, Ah ouais. Oui, les cas très compliqués, il vaut mieux pas les opérer d'ailleurs, mais parce que c'est trop risqué. Mais on les opère pour leur sauver la vie. De toute façon, en général, là, les différents cas que j'ai vus et que le chirurgien a opéré, c'était des cas, tu les opérais pas, dans 6 mois, ils étaient morts. Quoi. Ah oui, ouais. Donc à ce moment-là, il vaut mieux prendre le risque en fait. Tu prends le risque, mais parce que c'est nécessaire. Ah bah oui. De toute façon, dans ce genre de chirurgie ou de chirurgie de brousse ou de chirurgie nomade, on n'opère que les gens qui vraiment nécessitent l'intervention. On n'est pas là pour faire... dès qu'on a un petit doute ou dès que l'intervention n'est pas vraiment absolument nécessaire, on ne les opère pas. On les opère que quand c'est vraiment nécessaire, bien sûr. Et ça, vous l'expliquez aux patients? Il y en a qui acceptent? Les patients acceptent les interventions. Souvent, d'ailleurs, ils demandent des interventions. Le problème, c'est que nous, quand il y a trop de risques, on ne les opère pas. Et paradoxalement, quand tu opères quelqu'un, ça va beaucoup plus vite en explication parce que les gens sont contents, ils ont des chirurgiens étrangers qui sont là, l'intervention est gratuite, ils ont confiance en nous. Donc paradoxalement, quand tu prévois une opération, ça passe toujours très bien et ça va toujours très vite. En revanche, quand tu veux pas opérer pour des raisons techniques ou pour des raisons sociologiques ou parce qu'il y a trop de risques, etc., et que tu dis non au patient, alors là, le patient, il comprend pas. Il comprend pas pourquoi tu as opéré l'autre. L'autre qui a la même pathologie, lui, il voit la même chose. Il dit, tiens, il y a une boule, il a opéré l'autre avec sa boule, pourquoi pas moi? Parce que lui, il ne sait pas faire la différence entre les circonstances, les facteurs de risque, etc. etc. Donc là, quand tu décides de ne pas opérer quelqu'un pour lui, pour sa santé, pour éviter un accident, pour éviter de le tuer ou pour éviter de trop graves complications, il faut l'expliquer, mais souvent les patients, ils ne comprennent pas. Et ça, c'est dire oui à un patient, ça va vite, mais dire non, alors là, ça prend... Ah oui, il faut beaucoup d'explications. C'est pour ça qu'on aime bien être entouré du médecin local ou de l'infirmier local qui, lui, va prendre le temps dans une pièce à part pour bien expliquer que si les docteurs ne veulent pas l'opérer, c'est pour sa santé, c'est pour sa vie, etc., etc. Mais ça nécessite beaucoup d'exploration parce que eux, ils voient ça comme une injustice, quoi. Ouais, et puis est-ce qu'il n'y a pas une... Enfin, tu m'as beaucoup expliqué en Afrique, notamment, il y a une dimension un peu spirituelle aussi, parfois. Oui, ça c'est autre chose. C'est-à-dire qu'effectivement, pour eux, le fait qu'il y ait une boule, si tu veux, sur le cou, ils n'appellent pas ça hyperthyroïdie, ils n'appellent pas ça goitre. Pour eux, c'est une boule. Ils sentent qu'ils ne sont pas bien parce que l'excès d'hormones les rend malades. Pour eux, si tu veux, souvent, notamment en Afrique, la vraie question, c'est de savoir pourquoi moi j'ai cette boule, qui m'a envoyé cette boule, quel sort m'a été jeté, pourquoi c'est moi qui ai cette boule. Donc si le docteur Blanc il enlève la boule à Moussa, pourquoi pas à moi? Donc ça, ils ne comprennent pas. Ça, ils ne peuvent pas l'accepter et le comprendre. Parce qu'ils n'ont pas les éléments, mais il faut les comprendre, ils n'ont pas les éléments aussi médicaux que nous on a, scientifiques. Ils ne voient pas que les opérer dans certains cas est dangereux pour eux. Eux, ils voient qu'une chose, c'est que le copain à côté, il a la boule, on va lui enlever, et lui, il a une boule, on ne l'enlève pas. Il ne va pas comprendre que dans son cas, lui, c'est très risqué, etc. Donc c'est difficile de l'expliquer. On ne peut pas leur faire un cours de médecine, de sciences, d'anatomie, etc. Donc quand on dit non à un patient, souvent, ça prend beaucoup de temps pour les explications. Ouais. Et à Madagascar, dans certains endroits où vous êtes allé, est-ce que la population vous acceptait? Alors la population, oui, nous accepte en général. Nous accepte, notamment dans les villes. Antananarivo, Tamatave ou Atuléar, ce sont des zones où il y a quand même beaucoup de circulation. Donc les gens nous accueillent toujours favorablement parce que c'est gratuit. Donc à la base, déjà, ils ont confiance en la médecine française.
Donc on représente le sérieux avec une bonne technologie, on arrive avec des appareils super sophistiqués. Donc ils ont une vision, si tu veux, un peu top moderne de notre chirurgie. Deuxièmement, forcément, on est sympa, on arrive avec un sourire et on les opère gratuitement. Donc si tu veux, en général, ils ont quand même un a priori très positif. En revanche, il y a des endroits où, alors ça c'est vraiment en brousse, où l'inconnu leur fait peur, ce qui est tout à fait normal. Donc je vois quand on a été opéré sur le canal des Pangalades, après Mananjari, vraiment au bout du monde, hein, vraiment c'était 2-3 jours de pirogue dans des endroits et ils ne voyaient personne, etc. Donc il y a toujours une petite appréhension, quoi. Il y a toujours l'interrogation, qu'est-ce qu'ils font là, qui sont ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent. Ça nécessite toujours, parfois il y a des missions, ça nécessite quelques missions pour se faire accepter, bien sûr, notamment en Afrique, hein, parce qu'ils ont des questionnements, qu'est-ce qu'ils font là, l'inconnu fait toujours peur, hein. Oui, et puis vous faites quelque chose de différent aussi. Quelque chose de différent qu'ils ne connaissent pas. Bah oui. Donc c'est normal. Tu sais, toi, tu es à Paris, tu as des gens qui viennent d'une contrée inconnue, qui te proposent un traitement ou des choses bizarres que tu n'as jamais vues. Il y a forcément une interrogation. Ouais. Ça se comprend. Moi, j'ai même été en Afrique dans des endroits où alors, au Nigeria, j'étais dans des villages où, comme dans les films, c'est-à-dire que tu arrives dans le village, il n'y a plus personne. Tout le monde a fui le village. Ouais. Et tu attends 1 heure, 2 heures avant que les gens petit à petit arrivent. Il y a des endroits du monde où ils n'ont jamais vu de blanc. Ouais. Donc forcément, ça leur fait peur. Et j'ai même été dans d'autres villages avec des médecins, des infirmiers africains, je crois que de souvenir, c'était au nord du Togo, où on venait pour des campagnes de vaccination, où les gens ne voulaient pas se faire vacciner. Parce qu'il y avait encore, sur le plan un peu culturel, et ils pensaient qu'on venait tester sur des médicaments. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent que les Européens ou les étrangers viennent tester les antibiotiques, viennent tester les vaccins, etc. Donc on vient tester... Bon, ça, on ne peut pas leur en vouloir, parce que ça fait partie de la... Non, c'est humain. Encore aujourd'hui, il y a des gens, je pense, qui refusent des traitements européens parce qu'ils pensent que c'est... On les teste, hein, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que le niveau de pauvreté de Madagascar t'a choqué ? Pas choqué, parce que je ne suis pas choqué, mais impressionné. Impressionné, puis, oui. Bien sûr, impressionné. Et puis vraiment, Madagascar, c'est très, 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 très pauvre. Ouais. Autant en Afrique, si tu veux, tu vas en brousse, les gens, ils mangent. Ils ont du manioc, ils ont des bananes, ils ont des fruits. L'Afrique, il y a tout en Afrique. Il y a le soleil, il y a la terre. Tu vois pas de famine, à part tout le Niger, le Sub-Sahara, qui sont des zones vraiment très, très pauvres, parce qu'ils ont des sécheresses. C'est le désert, quoi. Tu vois, Ouais. Ouais, c'est ça, tout le Niger, le Nigeria, tout le nord, etc. C'est des zones désertiques qui sont effectivement très pauvres. Mais en Afrique, où on a beaucoup été, on ne voit pas de famine, tu vois. Tandis que Madagascar, il y a des zones, et notamment celle où on va dans la prochaine mission, dans le sud, où vraiment tu as des famines. Il y a 3-4 ans, tu avais une famine où les enfants, les sœurs nous disaient, les enfants mangent des racines, mangent la terre. Oh mon Dieu. Ah oui, c'était sécheresse totale, pas de pluie pendant des années, rien qui poussait, t'as que du sable. wow. Oui, c'est un peu comme les zones désertiques de l'Afrique de l'Ouest, hein. Non, là, le sud du Madagascar, c'est très, très, très pauvre, hein. Les gamins mangeaient des racines, hein. Non, avec des vraies famines. Donc effectivement, Madagascar, c'est très, très pauvre. Et ça a forcément un peu un effet sur la santé. Ah ben forcément, ces enfants, c'est la sélection naturelle, hein. Tu sais, les enfants faibles, ils meurent, hein. Ouais. Donc les enfants, ils meurent, ils font des pathologies, etc. Même nous, d'ailleurs, parfois, on ne peut même pas les opérer tellement ils sont maigres et dénutris. On n'opère pas les enfants dénutris. Parce qu'ils ne tiennent pas l'opération. Ils ne tiennent pas le coup. Dans un premier temps, quand un enfant est dénutri, il faut le rénutrir, hein. Le premier traitement, c'est la prévention, c'est-à-dire l'alimentation, etc., etc. Donc nous, on n'intervient que sur des pathologies, sur des enfants qui sont en santé correcte, bien sûr. Et puis, ce n'est pas notre propos. Quand tu es dans une zone désertique de famine, le premier traitement, ce n'est pas les chirurgiens, c'est les médecins, c'est la vaccination, la rénutrition. Ce sont des ONG qui sont spécialisées dans la rénutrition des patients. Ok. Et du coup, tu parlais de la prochaine mission à Mada où on va aller dans 2-3 semaines. En quoi elle va consister, cette mission ? Alors ça, c'est une mission géniale parce qu'on a pris contact grâce à un ami que j'ai depuis de nombreuses années qui s'appelle Abel Legendre. C'est un homme passionnant, extraordinaire. C'est un petit bonhomme qui est kiné et qui, je crois, dans sa famille a un beau-frère malgache et qui, depuis des nombreuses années, s'investit pour Madagascar, les aide, trouve des financements pour construire des dispensaires, etc. Et enfin bon,
il a plus de 80 ans, il est toujours en taxico. Enfin, bon, c'est un homme extraordinaire et qui a toujours des projets, etc. Et souvent, c'est comme ça qu'on s'est connus. Il me contacte pour me dire, ben Patrick, voilà, j'ai monté un dispensaire dans tel endroit, est-ce que tu peux pas y aller? Il y a beaucoup de... Voilà, donc c'est grâce à lui que on a fait beaucoup de projets en brousse. Et là, comme on retournait dans le sud de Madagascar, il m'a parlé des sœurs d'un dispensaire qui s'appelle Betala, qui est à Tuléar, qui s'occupe beaucoup des populations des pauvres de la région, etc. Donc on va aller leur donner un coup de main, on va aller les aider. Elles sont ravies parce qu'elles ont personne qui vienne les voir. Donc elles ont toute la population, elles ont tout le réseau local des contacts avec les dispensaires en brousse. Donc elles recrutent les patients et donc elles ont plein de demandes et donc on va monter ce nouveau projet. On va leur apporter du matériel, on va venir avec tout ce qu'il faut pour opérer, donc on va faire une mission chirurgicale. Et ce qui est assez génial dans ce projet, c'est que comme je suis aussi dans une autre ONG qui s'appelle Action Santé Femmes, je fais venir la présidente qui s'appelle Madame Bessière, elle est gynécologue et qui travaille aussi dans le sud de Madagascar. Donc là, elle va venir en même temps que nous, Noël Bessière, elle va venir en même temps que nous faire des dépistages du cancer du col. Elle fait un dépistage du cancer du col et elle fait un traitement immédiat, donc c'est génial. Donc elle a déjà au moins 200 patients en consultation qui l'attendent. Donc on va travailler ensemble. Donc il y a cette ONG Action Santé Femmes qui va venir faire du dépistage et puis de l'éducation pour les jeunes filles. Nous on va faire de la chirurgie réparatrice et puis voilà. Et puis la prochaine fois on fera peut-être venir un dentiste, etc. On va essayer d'aider toutes ces bonnes sœurs à développer un peu ce système de santé localement. En tout cas, l'idée, c'est d'essayer de faire quelque chose sur la durée, quoi. Ah ben bien sûr, on va faire sur la durée. On va commencer par une première mission, on va rencontrer les sœurs, on va voir les locaux, si on peut faire la chirurgie, pas travailler, les conditions, tout ça. Donc là, le petit problème, c'est qu'ils viennent d'avoir un gros cyclone qui a inondé tout Tuléar, etc. Tu verras, là, c'est un peu... on avait un petit hôtel, une petite maison d'hôte dans laquelle on devait aller, qui est sous l'eau, donc il va falloir faire un plan B. Donc on ne sait pas où on va dormir, mais on va se débrouiller. Le petit endroit où on devait opérer, lui, il n'a pas été touché. Mais là, il y a 2 jours, il y a eu encore une tempête tropicale. Donc c'est paradoxal, parce que c'est une zone habituellement qui est épargnée par les cyclones. Mais là, cette année, juste où on y va, il y a eu une tempête tropicale et un gros cyclone. Bon. On verra, mais le seul problème pour nous quand il y a des grosses inondations, c'est que les populations ne peuvent pas se déplacer en brousse. Ah. Tu vois, c'est ça le problème. En fait, que sur le moment, si tu veux, que l'eau, c'est pas le problème. Le problème, c'est que les gens viennent de brousse, et donc si jamais c'est inondé ou si jamais les pistes sont pas praticables, la population ne peut pas venir, ne peut pas repartir, donc ça, c'est un peu embêtant. Bon, j'espère que d'ici 15 jours, tout sera beaucoup plus sec. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager notre contenu. Tous les liens sont dans la description. Et à la prochaine pour un autre épisode.